Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je vais essayer pour ma part de témoigner des aspects psychologiques, en effet, de la consultation de génétique. Comme vous l'avez compris, notamment grâce à la présentation de David Geneviève, la consultation de génétique a pour but, dans un premier temps, de réaliser les investigations diagnostiques, donc en commençant par rassembler les données généalogiques et anamnestiques, en procédant à l'examen clinique, en posant les hypothèses diagnostiques, en essayant d'orienter les investigations. Mais elle a pour but également de suivre régulièrement les aspects cliniques, génétiques, développementaux de la pathologie, de coordonner, comme David le disait, le suivi médical et le suivi médico-pédagogique, et enfin d'informer les familles et les apparentés quant au risque de récurrence des pathologies. Dans la plupart des services de génétique en France maintenant, l'ensemble de ces consultations est mené conjointement par un généticien et un psychologue. Pourquoi, me direz-vous? La présence du psychologue, en réalité, permet de proposer une double écoute aux familles qui viennent nous consulter, c'est-à-dire de les entendre dans leur globalité, à la fois organique, mais aussi psychique, individuelle et familiale. Et nous sommes là pour faciliter l'évocation ou l'émergence de leurs affects, de leurs inquiétudes, de leurs angoisses, de leur représentation de la maladie, de leur théorie sur l'origine de cette maladie. En effet, dans les maladies génétiques, il y a peu d'actes de soins, il y a peu de thérapeutiques curatives. Donc l'essentiel du soin repose sur les thérapeutiques symptomatiques et la prise en charge médico-sociale et psychologique. Donc au sein de nos consultations, une place prépondérante est accordée à la parole du patient et de sa famille, afin qu'il se raconte, et évidemment à la parole du médecin, dans l'espoir d'obtenir un diagnostic, donc d'avoir une parole qui fasse acte de nomination. Donc il y a un glissement, en fait la quête diagnostique se transforme très vite en quête de sens. Le pourquoi initial des parents devient pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi maintenant, et finit par être au cœur de leur questionnement. Comme le dit le professeur Munich, derrière la demande d'un test génétique pointe souvent un questionnement beaucoup plus personnel et une véritable demande d'écoute et d'attention. Nos visiteurs ont en réalité besoin de parler, ils ont besoin de parler d'eux-mêmes, mais n'osent pas se l'avouer. En effet, la consultation de génétique ébranle le roman familial en travaillant notamment les questions générationnelles, en réveillant les secrets, les non-dits. Elle questionne la transmission réelle et la transmission psychique qui se télescopent. Elle convoque la culpabilité, la honte, les fantasmes incestueux autour de la question des origines du sujet et de sa filiation. Aussi légitime soit-elle, la quête diagnostique n'a rien d'anodin pour les familles et suscite une angoisse importante, et la dimension génétique de surcroît, ajoutée au fait que ce soit souvent des maladies rares et orphelines, ajoute encore au poids du stigmate et du handicap et suscite un grand nombre de peurs. Quand on parle de consultation génétique ou de maladie génétique à des parents, ils l'associent tout de suite au fait que ce soit une maladie transmise, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment dans les contextes de maladies de novo, nouvellement transmises. Ils comprennent qu'on va leur annoncer une maladie à vie, pour laquelle on ne peut rien faire, qui est incurable, selon eux. Ils s'attendent à ce que cette maladie soit plus grave, parce qu'elle aura une dimension génétique, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils s'attendent souvent à l'annonce d'une mort imminente. En tout cas, ils vivent l'annonce comme une sentence, une condamnation, quelque chose qui va sceller le destin, une fatalité. Pour certains, c'est la manifestation d'une tare familiale, c'est la punition d'une faute, et pour d'autres, c'est la preuve d'une incompatibilité dans le couple. On n'était pas fait pour être ensemble. Il est certain, dans tous les cas, que l'annonce d'une maladie génétique est une étape importante de remaniement psychique. Pour de nombreux parents, qui découvrent enfin de quel mal souffre leur enfant, l'annonce diagnostique peut être vécue comme un moment d'effroi,
une rupture, une effraction psychique, un traumatisme. Pourquoi? Parce que ça remet en cause le passé. Les parents se sentent coupables, se sentent honteux d'avoir transmis cette maladie, ils sont blessés et ils tentent, comme ils peuvent, d'inscrire cette maladie dans leur histoire familiale, de lui donner du sens. On l'entend notamment dans des questions du type « mais qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter ça ?» La maladie génétique ébranle évidemment le présent. Elle va fixer une identité de malade, donc chez l'enfant. Elle révèle une inégalité biologique dans la fratrie et elle peut créer une faille narcissique profonde chez l'enfant qui est malade. Comme ce jeune homme qui me disait « mais vous savez, même si on corrigeait mon défaut physique, les filles me trouveraient toujours quelque chose de moins que les autres. » La maladie génétique met en péril également l'avenir. Face à l'incertitude, les parents éprouvent en effet un sentiment de perte de maîtrise, une grande angoisse du futur, et leur crainte d'une rupture dans les générations peut s'entendre dans des questions telles que est-ce qu'il pourra avoir une vie normale, est-ce qu'il pourra se marier, est-ce qu'il pourra avoir des enfants, est-ce qu'il pourra avoir un travail. Mais, comme on l'a entendu juste avant, pour certains, une annonce diagnostique peut aussi se révéler bénéfique et peut être vécue comme un soulagement. En effet, des parents nous font part du sentiment de délivrance qu'ils ont ressenti et nous disaient encore récemment « mais finalement, ça vaut le coup de se battre, même après tout ce temps, je le dirai aux autres de mon association. » Pour de nombreuses mères, c'est aussi enfin une déculpabilisation. Combien arrivent en consultation de génétique se sentant responsables, ayant porté l'enfant, d'avoir transmis cette maladie. Une maman nous disait encore, mais finalement, j'ai un résultat, c'est une relative bonne nouvelle. Moi, j'avais relu toute mon histoire. Je me demandais si c'était quelque chose que j'avais mangé. Pourtant, j'étais très vigilante. Je ne prenais pas de plaques de l'alcool cuit. J'avais vérifié mes shampoings, mes crèmes, etc. La consultation de génétique, c'est aussi l'occasion de remanier, de se réapproprier son histoire individuelle, familiale, de la relire dans l'espoir de donner un sens à ce qui surgit. Comme cette maman qui nous disait, au fond, cette grossesse, Nathan, ça a été un accident ou une surprise, ça dépend. Quand on le prend, le chromosome 22 aussi. Avoir une annonce diagnostique, c'est aussi être en mesure de nommer l'ennemi. Ça, c'est le professeur Munich qui dit souvent ça. Nommer l'ennemi, sortir de l'incertitude. En effet, à partir de là, on sait contre quoi on se bat. Ce n'est pas une mère particulièrement tragédienne et dramatique qui imaginait les choses. Ce n'était pas dans la tête. La maladie rare faisant aussi de l'individu qui la porte un individu rare et souvent orphelin de père, le diagnostic permet de trouver des semblables et de sortir de l'isolement, d'appartenir enfin à une entité groupale. Enfin, elle permet de donner du sens aux symptômes de l'enfant et de lui offrir une explication à ses difficultés. Comme le dit la psychologue psychanalyste Marcela Gargiulo, la connaissance du diagnostic a une valeur constructive pour l'enfant qui a conscience de ce qui se passe dans son corps et attend une explication. Quoi qu'il en soit, avoir un diagnostic génétique permet d'activer, comme on dit, les processus psychodynamiques d'adaptation à la maladie. Ce n'est pas la fin d'un parcours, c'est le début. On peut garder à l'esprit, quand on adresse en génétique, qu'en réalité, l'annonce se fait par étapes, et elle a commencé bien avant la consultation de génétique. Ce sont les pédiatres, spécialistes que vous êtes, qui constatez les premiers symptômes et qui, pour la plupart, adressés en génétique, et les généticiens vont en fait enquêter sur ce qui est déjà suspect. Donc, l'annonce diagnostique ne se limite pas à la seule consultation où on annonce le résultat. En fait, elle a déjà été entamée auparavant. Les réactions des familles sont très variables et dépendent évidemment du type du résultat qu'on leur remet. Est-ce qu'il y a un diagnostic ou pas encore? Et où est-ce qu'ils se trouvent en fait dans leur parcours, dans leur démarche diagnostique? Est-ce qu'ils en sont au tout début? Est-ce que ça fait quelques mois qu'ils cherchent? Auquel cas là, ils peuvent être en effet sidérés par l'annonce. Ou est-ce qu'ils attendent ce résultat depuis 10 ans, 15 ans?
auquel cas là, enfin, ça pourrait être vécu comme une délivrance et un soulagement. Il faut être vigilant sur la culpabilité dont on est souvent témoin en consultation et les tentatives de mise en sens des parents. Il ne faut pas toujours chercher à les déculpabiliser quand on fait une annonce, parce que ces moments-là sont en fait des façons pour les parents de trouver du temps ensuite pour trouver les moyens de faire face au traumatisme qu'ils sont en train de vivre. Et comme on le disait juste avant, il est important de préparer la future consultation de génétique, d'expliquer en effet pourquoi est-ce que vous recommandez une consultation avec un généticien, dans quel but, ce que ça peut apporter, ce qu'on peut attendre, et évoquer le temps long de la génétique. Les résultats ne s'obtiennent pas en 24 ou 48 heures, comme dans son laboratoire de proximité. C'est long. Hein. Lorsqu'on annonce une maladie génétique, il est recommandé aux médecins de faire part aux parents en des termes clairs, accessibles, de la signification des résultats obtenus, la variabilité d'expression, de l'hétérogénéité des symptômes, tout en leur précisant en effet, comme David Geneviève le disait, que le diagnostic n'est pas le pronostic. Il faut être capable de partager le non-savoir, capable de vivre ensemble, de supporter ensemble cette incertitude entre médecins et patients. Il faut être vigilant aux mots qui sont utilisés, à la fois à l'oral et à l'écrit. Moi, je me rappelle cette maman qu'on voyait en consultation après l'hospitalisation de sa petite fille de 2 ans et demi, chez qui on suspectait un syndrome de Kabuki, et qui nous disait, mais après avoir lu le compte-rendu d'hospitalisation et la description morphologique de mon enfant, mais mon enfant est un monstre, ou presque. Il faut faire attention également aux photos qui sont prises, qui sont nécessaires, mais expliquer dans quel but elles sont faites et quelle utilisation en sera faite. Et comme il est en général impossible de prédire le développement et l'évolution de la maladie de l'enfant, il est essentiel de se méfier de ces étiquettes qui collent à la peau toute la vie. Il faut veiller à ne pas figer les problèmes de l'enfant lors de l'annonce. Le diagnostic doit en effet permettre aux familles de bénéficier d'une prise en charge globale, de définir et d'ouvrir des perspectives pour l'enfant et d'assurer les relais vers les professionnels de proximité et les associations de parents. Jeanne Aubert, qui était elle-même médecin et qui a eu un enfant malade, a écrit un très joli livre qui s'appelle Bonjour jeune beauté, dans lequel elle nous dit l'absence de franchise, cette sentence sans espoir et accompagnée d'aucune solution, ont ajouté à notre souffrance et continuent de nourrir notre rancœur. Comme les parents sont souvent sidérés, malgré tout, au moment d'une annonce de maladie génétique, nous recommandons, dans la mesure du possible, de prévoir ce qu'on appelle une consultation post-annonce, c'est-à-dire assez peu de temps après la consultation d'annonce, quelques semaines, quelques mois, ça dépend des possibilités de chaque médecin, mais pour pouvoir reprendre les choses dans un deuxième temps, parce que les parents, au moment de l'annonce, sont vite sidérés, ne comprennent plus l'intégralité des informations, ne retiennent pas plus. Donc voilà, c'est bien de pouvoir leur donner, quelques semaines plus tard, l'occasion peut-être de poser les questions qui auront émergé d'ici là, réexpliquer le résultat, réexpliquer la suite de la prise en charge, et évidemment leur indiquer que le suivi ne s'arrête pas là. Que, ok, j'ai un résultat, mais maintenant, on continue la prise en charge. Et on recommande évidemment de proposer un accompagnement psychologique. Ce n'est pas du tout systématique, mais quand ça paraît nécessaire, c'est important de pouvoir le faire. Parce que, comme nous le dit Albert Chicone, la honte, comme la culpabilité, se traite d'abord en se partageant. Et le psychologue est là pour pouvoir offrir cet espace et ce temps au sujet qui a un psychisme du coup fragilisé par cette annonce. On est là pour reconnaître et contenir les angoisses, les inquiétudes, les souffrances et mettre notre écoute au service de ce corps hors norme. Car s'il est rarement possible, hélas, d'éliminer l'atteinte somatique que porte le sujet, il est néanmoins possible de l'aider à la penser et à transformer le traumatisme. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très très claire. Des questions ?
Question pour Madame Mazoury. Oui. Christian Paulus, je suis Angemax de Vassal à Lyon. Je vous remercie vivement de cet exposé et je pense que nous avons tous parfois des enfants qui viennent à l'évidence avec un diagnostic qu'on entend, qu'on voit, avec une maman super heureuse d'avoir son enfant et de s'en occuper. Il m'arrive de me taire et je crois que vous nous avez donné là la bonne conscience un peu de se taire et de laisser le temps au temps pour peut-être faire mûrir à la conscience de maman que son enfant peut-être, elle est heureuse avec, mais qu'il n'est pas parfaitement normal. Avons-nous le droit de nous taire? C'est évidemment à évaluer au cas par cas. Hein. Françoise Neuhaus nous donnera peut-être son éclairage et son avis là-dessus après. Oui, je pense qu'on a le droit, en tout cas, d'attendre. Notamment quand les enfants sont nourrissons ou nouveau-nés. Il est important aussi de laisser le lien parents-enfants se créer. Et on peut peut-être amorcer certaines choses en consultation, certaines interrogations. On a le droit de ne pas tout asséner d'emblée, il me semble. Je peux demander une petite précision concernant ce que vous disiez par rapport à la culpabilité. J'étais un peu surpris que vous disiez qu'effectivement la culpabilité peut être une façon de se construire une défense et une stratégie. Ouais. Je voulais un peu préciser. De se sentir moins impuissant. En fait, en se disant, en se pensant responsable de ce qui survient, on se sent moins impuissant. C'est un mécanisme de défense assez courant, en effet, dans ces consultations. Donc, on aurait envie de déculpabiliser évidemment ses parents, en disant que c'est le hasard de la génétique, de l'évolution. C'est pas toujours utile au moment de l'annonce. Et il faut savoir entendre aussi cette culpabilité qui leur permet de reprendre un tout petit peu de maîtrise sur ce qui survient.